swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Guillaume Pelletier, le big boss de la BTT Bulgarian Top Team. Alors la première question, c'est pourquoi ce nom? Est-ce un hommage à American Top Team? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a énormément de mystères qui entourent cette organisation. Alors déjà pour commencer, merci à vous les gars de me recevoir sur La Sueur, c'est un véritable plaisir. Alors la BTT, c'est une très longue histoire, ça a commencé il y a très longtemps la BTT. En fait moi je vis en Bulgarie depuis 6 ans maintenant. Vraiment je vais essayer de la faire courte parce que l'histoire est longue. La Bulgarie c'est vraiment un pays dans lequel il y a un level de striking qui est très léger, tu vois. Et moi en fait je viens à la base du striking, mais c'est quelque chose que je mets pas en avant, j'en parle jamais, j'ai vraiment dissocié aujourd'hui mon métier de manager de mon hobby, tu vois, de striker, tu vois, pour pas mélanger les deux. Mais quand je suis arrivé ici en Bulgarie, en fait, si tu veux, les combattants bulgares ont été surpris de voir un petit Français qui arrive et clairement qui les surclasse en striking. Tu vois, eux vraiment sont axés lutte, sol, ce sont des bloqueurs et compagnie, tu vois. Et donc, en fait, ils m'ont demandé de les accompagner, de les coacher, de les faire évoluer, de partir les coacher quand ils combattaient à l'étranger, etc. Et en fait, ça a commencé de là, tout doucement, tu vois. J'ai commencé à coacher donc les Bulgares. À force de les coacher, je me suis fait des contacts sur place. Donc, essentiellement, eux, ils combattent en Russie, tu vois. À l'époque, c'était encore l'époque de l'ACB, du Fight Ok. Night Global et compagnie, tu vois. J'ai commencé à faire mes contacts là-bas sur place. Et puis, il a fallu que je discute un peu par WhatsApp et Facebook avec quelques Français. Et on a commencé donc le travail avec nos amis français, quoi. Ça a commencé comme ça. Mais tu étais coach à la base parce qu'aujourd'hui, donc BTT, c'est bien une agence de management d'athlètes, de gestion de carrière. Tout à fait. En fait, c'est vraiment du management sportif. Tu vois, ça vraiment, je mets un point d'honneur dessus parce que c'est aujourd'hui avec le mot management, il y a un vrai flou en fait. On ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. Tu vois, certains pourraient penser que c'est juste placer quelqu'un quelque part. Tu vois. Moi, dans mon management, en fait, si tu veux, c'est vraiment moi qui prends la décision de est-ce qu'on accepte le combat ou est-ce qu'on le refuse. Tu vois. J'ai envie de te dire que si on le perd, à la limite, tu peux dire que c'est de ma faute, effectivement, parce que c'est moi qui l'ai monté le combat, tu vois. C'est moi qui l'ai accepté, tu vois. Donc, effectivement, c'est bien une société de management, en plus qui est déclarée en Bulgarie, qui paye ses impôts en Bulgarie, tu vois. Mais c'est vrai qu'à la base, en fait, j'étais coach, en fait. Je faisais du coaching, tu vois, et ça a commencé comme ça, en fait. Tu vois, j'ai commencé à coacher les Bulgares, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce qu'en fait, le système bulgare était déjà un petit peu en avance sur le système français, en fait. Tu vois, il n'y avait pas vraiment de manager en France, tu vois, j'ai l'impression que les combattants… Alors attention, avec du recul, moi je regarde, j'ai pas la science infuse, mais de mon bureau en Bulgarie, je voyais que les combattants français, ils se faisaient envoyer un peu, tu vois, sur des combats sans vraiment de gestion, tu vois, tu sais, parfois on voyait des match-up où je me disais, mais enfin, il va faire comment pour s'en sortir le Ouais. français de ce combat, tu vois. Et je me suis dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire avec ça, tu vois, faire un travail un peu plus propre avec les Français, tu vois. Et aujourd'hui, comment ça se passe exactement cette organisation? Parce qu'on a l'impression que tu as énormément de combattants, vraiment, enfin, je pense que tu en as énormément, mais tu es tout seul, surtout qu'en plus, tu gères tout ça, on va dire, en remote, entre guillemets, parce que toi, tu es en Bulgarie, la plupart des gars sont en France, dans leur équipe à chaque fois sportive. Comment ça se passe? Alors en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai décidé d'être aidé de quelqu'un qu'on peut dire un associé, qui est quelqu'un de très discret. Lui, si tu veux, ne veut pas être mis en avant via les médias, etc. Il est très discret, mais quand même, je lui passe un gros big up, c'est Jean-Baptiste Vergniaud, et qui fait un travail qui est juste indispensable, parce qu'en fait, pour répondre à ta question, il y a exactement 40 combattants à la BTT, tu vois. D'accord, ok. Ce qui est énorme, tu vois, ce qui est énorme, et je pense vraiment avoir atteint la limite maximum, tu vois. Il y a des exemples par le passé d'autres compagnies qui ont voulu avoir 100 mecs, mais en fait, sur les 100 mecs, tu n'en as que 30 qui combattent d'une façon active, et les gars, les autres, les 70% sont là au gym à regarder, et tu vois, ça crée un peu des tensions, tu vois. Donc, je me suis dit qu'avec 40, ce serait le maximum, et donc, on a décidé que Jean-Baptiste, le mec qui bosse avec moi, lui, en fait, allait s'occuper un peu des prospects, tu vois les gars qui ont moins de 5 combats, par exemple, des noms à faire monter tout doucement, tranquillement. Et moi, je suis plus en contact avec si on peut dire, les plus grosses orgas, les plus gros Sherdog, les plus gros noms de l'équipe, en fait. Voilà comment Mhm. ça se passe.
Mais du coup, ça veut dire que là, tu dis que c'est 40 pour l'instant, mais c'est simplement parce que vous êtes deux et peut-être que plus tard, si jamais la BTT grossit vraiment énormément, vous pourriez devenir un truc et si vous êtes plusieurs, en tout cas salariés, à plusieurs centaines de combattants, ça, c'est un truc qui te... C'est pas impossible, à condition en fait qu'on arrive toujours à garder ce rapport combattant-combat en fait. Tu vois, si t'as 100 mecs qui font que un combat dans l'année, tu vois, je pense que tu fais vraiment un travail de très mauvaise qualité. Mais si on est capable, en étant plusieurs dans l'équipe, à faire combattre les mecs régulièrement, et encore une fois, à leur donner des combats adaptés, tu vois. Parce que tu sais, faire combattre quelqu'un, c'est facile en fait, hein. Tu sais, n'importe qui peut le faire. Vraiment, sincèrement, tu vois. Donc bien sûr, si on est toujours capable de faire combattre les gars et de leur donner de bons match-ups, si on peut grandir, on grandira avec grand plaisir. On ne s'arrêtera pas, hein, bien sûr, bien sûr. Et t'as pas eu la tentation de faire quelque chose, de faire aussi le propre gym en mode BTT, par exemple, façon American Top Team, parce qu'en France, par exemple, il y a MMA Factory, Management Factory, ils ont le côté, tu vois tous les jours les athlètes qui évoluent. Toi, on m'a dit, donc dans Grand Charrière par exemple, ou même Fares, que l'avantage que tu as aussi, c'est que tu t'y connais énormément en combat, et donc du coup, tu sais justement comment sont tes athlètes, même si t'es pas là au jour le jour avec eux. Est-ce que t'as pas cette tentation de te dire, j'ai envie de créer aussi une structure en France pour pouvoir permettre d'avoir tous mes athlètes regroupés? J'avais grave envie de le faire. Très, très, très envie de le faire. Le problème, en fait, si tu veux, c'est que quand tu fais quelque chose, il faut en avoir le contrôle. Et le Mhm. fait de vivre en Bulgarie, d'avoir cette distance où, en fin de compte, tu gères plus les entraînements. Tu vois, si on prend l'exemple de Fernand Lopez et MMA Factory, lui, il est sur place, ses yeux sont partout, il sait tout ce qui se passe. Tu vois. Ouais. Sauf que créer une structure en France quand tu habites à 3000 km, je trouvais ça dangereux, en fait. Tu vois, dans le Ouais. sens où ça s'entraîne de quelle manière, ça s'entraîne avec quel sérieux, tu vois. C'est Hmm. compliqué, tu comprends. Si tes yeux sont pas là, c'est compliqué, c'est dangereux, je pense, tu vois. Et comment se passe cette relation avec les coachs aussi? Parce que, par exemple, pour Fares, donc évidemment, donc SBI qui chapeaute tout ça, mais tu étais aussi dans son corner à l'UFC où nous nous étions rencontrés pour la première fois à Abu Dhabi d'ailleurs. Et comment ça se passe cette relation avec les coachs? Parce que j'imagine que toi, tu apportes aussi un petit peu tes conseils aux combattants. Tu vas même peut-être dire au coach, il y a cette opportunité qui se présente, je pense qu'il peut battre cet adversaire. Mhm. Bah, en fait, si tu veux, par rapport à ta dernière phrase, en fait, alors, en toute franchise, je demande rarement en fait l'avis au coach, est-ce qu'on doit prendre le combat ou pas? Parce qu'en fait, je pense que le manager doit manager, choisir si le combat est OK, choisir si les conditions sont réunies pour obtenir une victoire. Et qu'en fait, je pense que le coach est là pour coacher, c'est-à-dire à préparer le combattant et, tu vois, à développer une stratégie de combat, etc. Tu vois. Donc, je pense que si on respecte bien chacun son taf, tu vois, c'est là où on a une bonne combinaison pour obtenir quelque chose de cool. Après, dans le cadre de Fouad Esbiri, comme tu disais, en fait, effectivement, Fares m'a demandé de venir par rapport au fait que, avec toute proportion gardée, hein, tu sais, Fouad encore n'a pas goûté à de grosses organisations de MMA. Tu sais, c'est Ouais. quelqu'un de très reconnu dans le milieu du pied-point, mais le MMA, c'est quand même quelque chose de très différent, tu Mhm. vois. Et il fallait avoir quelqu'un qui ait cette expérience, tu vois, aujourd'hui, sans aucune prétention encore. Bon, voilà, je suis allé à l'UFC, au Bellator, au PFL, au KSW, au Brave, au One, tu vois. Cette expérience, en fait, elle te permet de pouvoir accompagner le combattant avec une espèce de légèreté, tu sais, sans pression, en fait, tu vois. Parce que tu sais, un coach qui vient pour la première fois et qui débarque à l'UFC, c'est quand même une pression, faut pas se Ouais. mentir. Tu sais, tu as l'impression de te faire un peu envahir par le système, tu vois. Et si tu n'as pas cette expérience pour pouvoir te détacher, tu sais, tu peux créer un malaise auprès du combattant, tu vois. Mhm. Et Donc voilà. d'ailleurs, j'avais une question aussi par rapport à Fares Ziam. Dans une interview, tu t'évoquais au moment où tu as reçu l'appel du matchmaker de l'UFC pour Fares, tu as dit oui immédiatement parce que tu savais que Fares dirait oui. Et tu dis, s'en est suivi une négociation de 1h30 au téléphone, au bout de laquelle on a eu un bon gros contrat. Est-ce que Mhm. tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui se dit pendant 1h30 et comment ça se passe, une négociation de 1h30 avec un matchmaker de l'UFC? En fait, pour citer directement son nom, donc j'étais en contact depuis déjà un petit moment avec Sean Shelby, donc qui gère les combattants de la plus petite KT jusqu'au welterweight à l'UFC.
Donc Fares faisait partie des KT concernés. Et en fait, je reçois donc un mail dans un premier temps de Sean Shelby qui me demande si Fares peut être prêt pour cette date et il me donne l'adversaire et compagnie. Alors, ce que personne ne sait, en fait, c'est que Fares, lui, était déjà en préparation, tu vois. Peut-être que les gens pensent que Guillaume, il a envoyé Fares au casse-pipe, qu'il n'était pas prêt et compagnie. En fait, moi, j'étais déjà en train de signer pour un autre combat pour Fares. Il était informé, donc il était déjà en prépa, déjà que ce soit physique et compagnie, tu vois. Donc, il a fallu que je mesure le pour et le contre. Mais en toute franchise, Don Madge n'est pas un des adversaires les plus compliqués aujourd'hui de la catégorie lightweight à l'UFC. Hein. Il y a plus dur, tu vois. Et je pense que le gars que devait prendre Fares initialement sur une autre organisation qui était le GMC en Allemagne était d'un niveau similaire à Don Madge. Donc pour moi, en fait, tout était réuni en fait pour que ça deal, en fait, pour que ça matche. Après, tu sais, ça, ce sont des petites stratégies de manager. Tu sais que l'UFC, ils étaient vraiment dans la recherche de dernière minute d'un combattant pour accepter le combat. À Abu Dhabi, si le combattant peut être d'origine, tu vois, nord-africaine et en plus musulmane, tu vois, c'est toujours un plus à Abu Dhabi et compagnie. Enfin, je savais qu'en fait, on remplissait des critères qui correspondaient pardon, vachement à ce que l'UFC recherchait, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux te permettre de discuter. Après, en fait, tu es toujours tiré entre le fait de discuter parce que tu es tellement heureux au fond de toi de discuter avec l'UFC que tu as peur qu'ils te disent ouais, bah en fait, laisse tomber. Tu vois, tu as peur d'un côté de ça et de l'autre côté, tu as quand même envie d'essayer de tenter un truc. Il faut vraiment réussir à bien choisir tu vois, la balance entre les deux côtés, quoi. Et cette première expérience, je vous en prie, mon cher, je vous en prie. C'était simplement du coup pour demander, et au niveau, parce que j'imagine que ce qui doit être compliqué, comme tu viens de le dire, c'est au moment où il faut aborder les questions un peu d'argent, pécuniaire, etc. la pression doit être quand même pas mal. Comment est-ce que tu fais du coup pour gérer, et comment est-ce que tu leur demandes en essayant de pas les froisser, mais parce que quand même tu veux un bon deal? Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, le fait de travailler avec beaucoup de grosses orgas, quand même, tu vois, ça te permet d'avoir un certain, comment dirais-je, détachement, un certain calme en fait dans ta façon de parler. Tu sais, parce que même si à l'intérieur, j'étais en train de bouillonner, en fait, au moment où tu es quand même au téléphone avec le matchmaker de l'UFC, il faut que tu lui montres que tu gères ton sujet, tu vois. Donc, tu sais, tu dois parler d'une façon très calme, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, étant donné qu'on remplissait tous les critères qui pouvaient être intéressants pour Abu Dhabi, je me suis dit qu'il fallait tenter quelque chose. Et peut-être aussi, tu sais, d'un côté, parfois, tu peux craindre d'en demander trop et que le gars te dise, bah non, en fait, laisse tomber. Mais tu as aussi l'autre côté où le mec peut se dire, ouais, quand même, il n'est pas prêt à venir à l'UFC à n'importe quel prix, quoi, tu vois. Donc, tu peux montrer aussi du sérieux par cet intermédiaire, tu vois. Donc, encore une fois, il faut bien mesurer la balance entre les deux, pas en demander trop et pas non plus donner trop facilement, tu vois. Parce que se donner trop facilement, ça voudrait aussi dire, tu nous aurais mis Khabib, on serait venu, quoi. Tu vois, c'est pas non plus bon de montrer ça. On veut aller à l'UFC, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Et toi qui as cette vision globale, on va dire, du sport et des différentes organisations, parce qu'il y a l'UFC, il y a le ONE FC, enfin, c'est un peu partout. Que penses-tu des salaires en MMA? Parce qu'il y a énormément de médias ou de gens qui sont extérieurs au sport qui pointent souvent du doigt pour dire que justement le 10 000 plus 10 000 qui est le minimum à l'UFC, c'est trop peu. Toi, qui sais ça et qui sais que, justement combien paie le Cage Warriors et d'autres organisations, ce 10 000 plus 10 000 qui est un peu symbolique parce que c'est l'UFC, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, en toute franchise, le 10 000 plus 10 000, bien sûr qu'on aimerait avoir plus. Maintenant, tu vois, on parle quand même de l'UFC. Tu citais tout à l'heure le Cage Warriors. Effectivement, c'est très compliqué d'avoir des primes viables au Cage Warriors. C'est même quasi impossible d'être ce qu'on peut considérer comme un combattant pro en combattant au Cage Warriors. Tu vois, quand tu prends des 2 ou 3 000 balles, tu connais, en plus, tu dois payer tiens, justement ton manager, ton coach, tu as toutes les dépenses qui vont avec, les prépas physiques, la nutrition et compagnie. Donc, si tu compares aux orgas traditionnels du circuit européen, le 10-10, il reste correct, tu comprends? Maintenant, on connaît, il y a un écart qui est absolument énorme entre l'entrée à l'UFC et les têtes d'affiche de l'UFC qui, eux, gagnent un argent fou. Mais
Il faut aussi se mettre dans la tête du patron de l'UFC. Ça reste quand même une société, ça reste un business et ton salaire, il faut aussi le mériter. Tu comprends? Si tu veux une grosse prime, il faut apporter aussi quelque chose à l'organisation qui te paye, quoi, tu vois, tout simplement. Tu restes un salarié quand même. Donc je pense qu'un 10+10 en droit d'entrée, ça reste quand même correct. Et c'est à toi de faire tes preuves une fois que tu es sur place, hein. Et tu as récemment fait un gros coup en faisant entrer un de tes combattants au KSW. Justement, le KSW et d'autres organisations comme ça, il y a aussi par exemple Mansour Barnaoui qui ne travaille pas directement avec toi, mais qui a été justement au Road FC pour le tournoi à 1 million de dollars. Est-ce que quand on a cette vision-là, tu te dis, OK, il y a le sportif avec l'UFC, c'est intéressant parce que forcément, tu as une énorme visibilité. Le Cage Warriors aussi, il y a des passerelles avec l'UFC et tu as la visibilité avec RMC, tout ça. Mais tu as d'autres organisations comme le KSW qui sont peut-être pas mises en avant, énormément mises en avant en France, mais les gars vont combattre dans des stades, vont être main event, vont gagner des gros salaires. Tu vois, et toi, quand tu as ça et que tu parles avec les combattants, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont justement cette vision-là de dire, bon, bah, peut-être que c'est plus intéressant d'aller chercher l'argent dans une organisation moins mise en avant plutôt que l'UFC? C'est pour ça qu'en fait, quand je commence à travailler avec un combattant, en fait, la première chose que je fais, tu vois, regarde, je prends une feuille et un stylo, et en fait, tu vois, on établit une feuille de route sur le court, le moyen et le long terme, en fait. Et étonnamment, tu remarqueras que c'est pas un rêve absolu pour tous les combattants. Alors, je te dirais, 75% des combattants, tu leur poses la question, veulent aller à l'UFC, tu vois. Mais dans le cadre de Rouskov, de Quentin Domingos, la première fois qu'on a discuté objectif, il m'a dit je veux rentrer au KSW. Tu vois, c'était KSW ou KSW. Et en fait, donc on ne travaillait pas encore ensemble, on parlait juste de projet parce qu'en fait j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière, tu vois. Avant de signer quelqu'un, on parle objectif et compagnie. Et en fait j'ai trouvé son objectif KSW très abordable en fait en fonction de son style, de son physique et compagnie. Enfin, tu vois, j'ai trouvé qu'il ne cherche pas quelque chose d'impossible et je me sentais capable de pouvoir l'emmener là où il voulait aller en fait. Et mission Qu'est-ce accomplie, hein. Ouais. Et mission et accomplie. qu'est-ce qui ferait lorsque tu établis cette feuille de route et qu'un combattant te dit telle ou telle chose, qu'est-ce qui fait que tu ne le prendrais pas, par exemple? Objectif irréalisable. Ça m'est déjà arrivé, hein, par exemple, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est dans un premier temps, un combattant me contacte. Donc déjà, je suis intéressé ou je suis pas intéressé. Si je peux être intéressé, je regarde ses combats, je regarde sa façon de combattre, etc. J'essaie de me dire où est-ce que je pourrais l'emmener en fait. Si la vision que j'ai moi ne correspond pas avec ses objectifs et je pense que ses objectifs sont trop gros, alors comme on dit en fait c'est compliqué parce qu'il faut rêver grand aussi, tu vois, tu comprends, pour avoir quelque chose. Mais si le combattant vraiment veut aller à un endroit où moi je me sens pas capable de l'emmener, si les objectifs sont pas en accord avec ce que j'ai vu, en fait, il vaut mieux pas s'engager parce que tu vas créer de la frustration, en fait. Tu comprends? Là, l'objectif avec Quentin, par exemple, était KSW. Moi, je lui avais dit, avec un délai d'1 an, je t'y emmène au KSW. Si avec un recul de 3 ans, on n'y est toujours pas, bon, au bout d'un moment, il va me poser la question. Tu as l'impression que tu n'as pas fait ton job, que tu n'as pas rempli les objectifs. Parce qu'en fait, certes, les combattants ont un job à faire, mais le manager aussi a un job à faire. Et quand il a coché des cases, il doit les remplir, quoi, tu vois. Mmh. Et, et est-ce que, Mmh, mmh. désolé, incroyable, là, ça fait au moins 3 fois. Mais simplement, alors une dernière question pour moi, ce sera, du coup, tu dis, ça dépend aussi du style du combattant, aussi disons, est-ce que les performances, est-ce que ces objectifs sont réalisables par rapport à ce que tu as vu? Est-ce que ça veut dire que tu peux aussi prendre des combattants simplement parce que, bon, tu vois que soit ils n'ont pas forcément le niveau, en tout cas pour aller à l'UFC ou quoi que ce soit, mais s'ils ont un style qui est extrêmement divertissant ou qui est vraiment flashy, etc., et qu'il a suffisamment de niveau pour aller dans des organisations comme le Road FC ou un peu comme un Michel Pereira, en fait, où il fera le buzz, il pourra t'amener de la publicité sans nécessairement, voilà, tu sais que ça ne deviendra pas un champion à l'UFC ou quoi que ce soit. Est-ce que tu fais aussi des petits arbitrages comme ça? Bien sûr, en fait, j'ai des combattants dans l'équipe qui ont des styles qui sont vraiment spectaculaires, avec lesquels on a discuté. Peut-être que je juge qu'ils n'ont pas forcément le niveau pour intégrer un top 5 orga, par exemple. Et si eux sont d'accord avec ça, tu vois, bah, on se crée des objectifs différents, en fait. Pourquoi pas rejoindre 7 ou 7 orgas, parce que je sais que le gars peut claquer des gros KO, tu sais, des vidéos qu'on va pouvoir faire tourner et compagnie.
Et c'est quelque chose qui est très regardé par les matchmakers. Tu sais, ils aiment bien les gros finishes. Tu vois. Donc, bien sûr. Est-ce qu'il y a des combattants qui ont surpassé les objectifs que vous aviez fixés? Par exemple, Morgan Charrière, Ouais. il m'avait dit, bon, bah, quand il avait signé pour toi, il t'avait un peu harcelé, finalement, ça s'était fait et tout. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros noms du MMA français. Et j'ai pas envie de dire que il y a eu du travail au début pour toi pour l'amener au Cage Warriors, mais aujourd'hui, on a l'impression que tout semble écrit, en fait, Mhm. quasiment. Tu sais, c'est marrant parce qu'au début de ta question, j'étais déjà en train de préparer la réponse que j'allais te parler de Morgan Charrière. Il a fallu que tu le fasses, tu vois. Morgan, c'est un profil qui est exceptionnel. Déjà, on ne parle pas de la personne est juste exceptionnelle. Complètement. Ouais. Tu es obligé d'être pris de sympathie pour Morgan, c'est impossible de faire autrement. Maintenant, Morgan, il fallait en fait tu sais, encore une fois, il fallait pas que je lui mente. Tu comprends? Il fallait que je crée des objectifs qui soient en accord avec ce que j'ai vu. Et Morgan vous l'a très bien dit lors du dernier podcast, c'est qu'en fait, à l'époque, tu sais, il prenait un peu tout à l'arrache, quoi. Il se sentait capable d'éclater tout le monde. Donc, en fait, ça lui a créé beaucoup de défaites. Et un combattant avec beaucoup de défaites, tu sais, c'est moins sexy quand tu présentes aux grosses organisations. Donc, j'ai commencé par le faire passer par un circuit un peu original. Tu sais, c'était l'Europe de l'Est, tu vois, pour Morgan, parce que je le sentais capable de pouvoir prendre des victoires là-bas, étant donné que son niveau de lutte et de sol est vraiment, vraiment très, très bon, tu vois. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'on a décidé de faire. C'était de prendre du vert. C'était impératif. Et Morgan aussi, il a su très très bien s'entourer. Tu sais, Morgan, il est parti voir un préparateur physique. Tu sais, au même moment, j'ai l'impression que Morgan, en fait, il y a eu la signature à la BTT, mais au même moment, en fait, il s'est engagé aussi avec d'autres personnes qui ont fait que en fait, tout a monté. En fait, le niveau général a monté, son style a évolué. En fait, tout a évolué, tu vois. Et en fait, le Morgan d'aujourd'hui, c'est plus la même personne que le Morgan d'avant. Donc ouais, effectivement, les objectifs de base étaient différents des objectifs qu'on a maintenant. Maintenant, Morgan, je rêve et j'espère pouvoir le faire, c'est le mettre à l'UFC, tu vois, c'est vraiment l'objectif, vraiment, vraiment l'objectif. Et je pense qu'il le mérite, et je pense qu'il le démontre en combat et par son sérieux. Il y a quelque chose à faire de très intéressant. Et justement, Morgan, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à te convaincre? Parce que j'imagine que quand il t'avait contacté, bah, justement, il y avait besoin de verre et tu étais peut-être un petit peu dubitatif parce que tu dois recevoir des tonnes et des tonnes de messages de combattants au profil similaire à Morgan à l'époque. On va dire, bah, ils sont certes volontaires, certes sympathiques, mais c'est vrai que sur le papier, tu n'avais pas cette promesse que peut afficher d'autres combattants. Tout à fait. Bah, en fait, si tu veux, là, régulièrement, je me suis fait contacter par des UFC vétérans et compagnie, tu vois. Mais en fait, comme j'explique toujours, en fait, moi, il faut que ça me fasse kiffer, tu vois. Ça reste quand même un jeu, tu vois. Ça reste quelque chose d'intéressant. Faut qu'on ait de l'adrénaline, faut qu'on ait un défi, faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est vrai qu'en fait, sur le papier, le défi sportif avec Morgan, dans un premier temps, il n'était pas hyper kiffant, quoi, tu vois. Il avait beaucoup de défaites. Il était très gentil, très respectueux. J'ai beaucoup aimé son approche. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'y trouver quelque chose où, tu vois, un défi personnel et quelque chose où je vais me dire, ah, c'est cool, vas-y, viens, on le fait, tu vois. Et j'avais du mal à me projeter avec Morgan suite à ses résultats, en fait. Et il a fallu qu'il fasse une grosse victoire à l'OFC avec tu sais, un comportement, en fait, dans la victoire. Il était très à l'aise, il était très félin, très agile, il passe bien devant les caméras. Enfin, il y a eu plein de choses pendant ce combat où je me suis dit, il a une bonne tête, ce petit, il a une bonne tête. On va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Ouais, ouais, ouais. En parlant des prospects, justement, tu disais que tu as ton associé qui est lui plutôt dans la recherche de prospects, etc. Comment est-ce que, alors déjà, est-ce que vous faites ça partout en Europe? Déjà, est-ce que vous avez une région dans laquelle vous le faites? Et comment est-ce que vous procédez pour chercher des prospects? Alors en fait, si tu veux, on s'est arrêté maintenant au circuit français, parce qu'en toute franchise, il y a tellement de talent en France, c'est juste Ouais. incroyable. Et tu sais, juste pour revenir à une question que vous m'avez posée donc il y a 30 minutes maintenant, c'est qu'en fait, malheureusement, les Français ont un gros potentiel, mais sont souvent mis sur de mauvais coups, tu vois, de très mauvais coups, qui déjà les mettent pas en avant et leur fait prendre des risques incroyables de défaites et compagnie, tu vois. Donc, je pense qu'avec les Français, il y a quelque chose de super à faire.
à condition d'en prendre vraiment soin. Il y a tellement de talent en France qu'on a décidé vraiment de se concentrer sur les combattants français. Et je suis persuadé qu'on va faire un super taf avec les combattants français. Donc en fait, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de critères qui rentrent en compte. Tu sais, le premier critère, et là ça va vous faire certainement marrer, mais je discute avec le combattant, et en fait, un moment dans la discussion, j'essaye un petit peu de le contrarier, en fait, de contrer un de ses arguments, et juste pour voir en fait sa réaction, parce que tu sais, parfois, tu as des mecs, ils se mettent à t'insulter carrément, hein. Tu les connais pas encore, ils se mettent à t'insulter, ils partent en live total. Donc en fait, le premier critère qui est très important, c'est la personne, son comportement, en fait, tu vois. Je sais que ça paraît très étrange, hein, mais les relations humaines, c'est quelque chose de très particulier et parfois on tombe sur des gars malheureusement qui sont bons combattants, mais qui sont humainement très compliqués à gérer en fait. Donc le premier élément, c'est qui en fait? Qui est cette personne? On prenait l'exemple de Morgan Charrière. Bon, bah, Morgan, j'avais rien à lui reprocher, il était juste parfait en fait. En termes de comportement, c'était exceptionnel. Donc ça, c'est un critère très important. Qui est cette personne? Comment elle réfléchit? Comment elle réagit? Et voilà, la suite de ça, il y a aussi le sportif, parce que malheureusement, on peut être gentil, mais d'un niveau moyen, tout comme on peut être d'un bon niveau et humainement être très moyen aussi. Donc il faut associer les deux, en fait. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, il faut aussi un plus dans le style. Tu sais, par exemple, à l'époque, j'ai été contacté par le coach Abdouragimov, Mhm, que vous connaissez certainement très bien. complètement. Et bah en fait, pareil, en fait, le style, tu sais, lui, son sol, il a vraiment quelque chose en plus, en fait. Tu sais, c'est pas juste un Dagestanais qui fait du grappling, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose que j'ai apprécié quand tu le regardes, en fait. Tu sais, même moi qui suis pas forcément un grand fanatique des phases de sol, évidemment, je préfère le striking, et bien même quand tu regardes Abdul, bah, tu es curieux de voir ce qu'il va faire. Tu vois, tu sais qu'il va se passer quelque chose que tu vas pas t'ennuyer. Et ça, c'est important. Tu sais, aujourd'hui, les grosses organisations, elles veulent pas juste des combattants qui font des résultats. Il faut aussi malheureusement y mettre la manière. Et aujourd'hui, dans toutes les organisations là, pardon, où tu as mis des combattants, lesquels te marquent le plus, on va dire? Ou bien évidemment, il y aura forcément l'UFC, mais il y a le Brave, tu as travaillé avec une multitude d'orgas dans le traitement des combattants français, dans le traitement du manager, du staff. Tu sais, j'ai regardé le podcast que vous avez fait avec Mickaël Lebou hier. Oui. Ah Et, bah super. et donc, je vais rejoindre exactement ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, dans le MMA, il y a l'UFC et les autres. Donc Ah ça, ouais. voilà, on met l'UFC vraiment de côté parce que vraiment, c'est l'UFC et les autres. Si je fais le bilan en fait de cette année, celle-ci, on a travaillé avec toutes les organisations du top 10. Donc c'est juste exceptionnel. Et du coup, ouais, je pense qu'on est légitime à répondre à cette question parce que du coup, on a mis nos pieds dans toutes les organisations du top 10. Donc, je vais certainement me faire vraiment des ennemis avec cette réponse, mais une organisation que j'ai vraiment pas aimée, mais vraiment, vraiment pas, c'est le Bellator. J'ai vraiment Oh, aimé cette expérience. C'était à Dublin, lors du combat de Yoni Razafiarizon. ouais. En même D'ailleurs, temps qu'Azel, oui, c'est ça. Ou... c'était Non, avant, c'était avant, c'est c'était avant. avant. C'est avant. Ouais. Bon, déjà, un vol manifeste. Et en plus de ça, si tu veux, ce qui m'a dérangé avec le Bellator, c'est la stratégie en fait sportive. Tu sais, quand tu vas à Dublin sur un événement Bellator Dublin, tout le coin rouge, c'est le SBG, tu vois. Donc tout le coin rouge doit gagner en fait. Et si tu Ouais. regardes bien, moi, tu sais, encore une fois, moi, je suis juste dans la science du résultat. Et le Bellator, si tu regardes depuis 2017 et la victoire de Grégory Baben, il y a eu une dizaine de combattants français sur les Bellator Europe et pour un résultat de 0 victoire française. Ouais. Tu comprends? Donc moi, c'est pas le genre d'organisation avec laquelle j'aime travailler, tu vois. Le but, c'est pas de se faire envoyer au casse-pipe, c'est vraiment qu'il y a un intérêt, tu vois. Donc comme je te dis, vraiment contredisez-moi si vous avez une victoire en mémoire, mais vraiment depuis 2017 sur les Bellator Europe, 0 victoire française sur les Bellator Europe. C'est incroyable quand même. Ouais. Donc Complètement, ouais. c'est voilà. Donc je suis pas un fan absolu. Maintenant, vraiment, ce que j'ai apprécié, le Brave, j'apprécie beaucoup le Brave. On s'est déplacé aussi avec Quentin Domingos, Rouskov, juste pour faire la promotion vidéo et signer les contrats. On a été reçu d'une façon exceptionnelle par le KSW.
et une petite organisation qui n'est pas très connue, là où Amin Ayoub a pris ses 2 ceintures à l'UAE Warriors à Abu Dhabi. Magnifique, absolument magnifique. C'était vraiment top, vraiment, vraiment top. Donc il y a beaucoup de belles orgas dans le top 10. Malheureusement, en fait, tout dépend la raison pour laquelle tu viens. Tu sais, est-ce que tu viens pour faire briller ton adversaire ou est-ce qu'ils viennent vraiment parce qu'ils apprécient le profil du combattant, quoi, tu vois. Encore une fois, tu sais, ça, cette donnée-là, elle va vraiment changer la façon dont tu vas être traité. Tu le ressens vraiment, en fait. Quand tu es appelé en tant que bout de viande, tu le ressens vraiment aussi, hein, malheureusement. Et est-ce que tu te poses la question d'éventuellement avoir des liens très forts avec une organisation comme par exemple le SBG avec le Bellator? Il y a aussi Dominance MMA, donc Dali Abdelaziz avec le PFL. Est-ce que toi, à ton niveau, c'est déjà possible? Ou est-ce que tu dis, bah, pour l'instant, c'est quand même bien justement d'être complètement indépendant et d'emmener les gars là où c'est le plus intéressant à chaque fois? Moi, je pense qu'en fait, si tu arrives à trouver une organisation qui correspond à ce que tu apprécies, à ce que tu recherches, t'es pas obligé de rester indépendant dans le sens où si une collaboration est agréable et qu'en plus de ça, tu enchaînes les bons résultats, il faut pas s'en priver. C'est la raison pour laquelle, si tu regardes aujourd'hui à la BTT, on a eu 8 combattants en contrat avec le Brave. Mhm. Le Ouais. Brave, le Brave travaille d'une façon très professionnelle. C'est très carré. J'entendais d'ailleurs hier Mickaël Lebou en parler, en termes de salaire, en termes de respect, en termes de tout. C'est une très bonne orga. J'apprécie beaucoup. Donc du coup, ouais, on a une grosse, grosse collaboration. 8 contrats, 8 combats en contrat avec cette organisation. Ouais. Est-ce que tu sens, toi, en tant que manager, une différence? Alors, ça pourrait être lié aux différences culturelles entre différentes organisations, qu'elles soient occidentales, que ce soit européennes ou américaines, comparées à, par exemple, celles qui peuvent être asiatiques, comparées à celles qui sont moyen-orientales. Est-ce que toi, tu ressens des différences dans le traitement et dans les discussions que tu peux avoir avec les organisations? Ouais, tout à fait. Là, tu sais, on parlait du Brave et de l'UAE Warriors. Ce sont 2 organisations que j'apprécie beaucoup, bon, qui sont vraiment dirigées vers les combattants musulmans, tu vois, mais vraiment très agréables. Maintenant, tu sais, j'ai travaillé avec le PFL l'année dernière avec Ilyes Djiroun. Mhm. J'ai envie de te dire, c'est vraiment un business à l'américaine. Tu es très bien traité, il n'y a aucun problème, tu sais, je peux vraiment rien leur reprocher. Mais tu sens vraiment qu'en fait, tu es juste un combattant parmi tant d'autres, que c'est c'est une machine de guerre, le PFL, et que si en plus de faire de bons résultats, tu n'es pas capable d'amener un show, tu sais, quelque chose à l'américaine, bah en fait, tu vas passer entre les gouttes, mais sans vraiment qu'on te remarque, etc. Tu vois. Tu sais, encore une fois, ça reste un business. Et le traitement des Américains dans le business, parfois, c'est un peu light, tu comprends? C'est un peu, euh, Mais pourtant, c'est ce qui permet d'ouvrir des portes immenses. Et aujourd'hui, est-ce que justement, Fares, tu le considères comme, entre guillemets, hein, ta plus grosse pépite? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, toutes les agences de management, ils ont un peu le combattant, la superstar qui fait que. Est-ce que là, aujourd'hui, Fares, qui est à l'UFC, qui a ce statut de prospect, et en plus, avec la normalisation du MMA en France, les perspectives s'annoncent absolument gigantesques. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ta grosse pépite? je pense qu'on a beaucoup de pépites vraiment au sein de l'équipe. Mais avec Fares, la relation elle est vraiment particulière parce qu'il y a 4 ans de cela, ça fera 4 ans au mois de juin 2020, je m'en rappelle très bien, il y a un combattant français qui s'appelle Malik Merad, avec qui je me suis vraiment pris d'amitié, m'appelle et veut absolument me présenter un combattant. Alors ce combattant, en fait, c'est étrange parce que il est très maigre, mais en même temps, il a un petit ventre, il a des grandes dents, euh, il n'a pas de dégradé, rien. En fait, il a une grosse coupe de cheveux comme ça, et il s'appelle Fares Ziam. Et en fait, il a à peine 18 ans. Et en fait, l'histoire est belle parce que c'est un petit qui avait 18 ans, qui était à 3-0 à l'époque. Donc en fait, on a vraiment tout construit ensemble, quoi. On a monté les échelons ensemble. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Et c'est ce qui fait que cette histoire est belle. Tu sais, je la considérerais moins belle si j'avais signé Fares, par exemple, 2 combats avant son entrée à l'UFC. Mmh. Ouais. Tu sais, ce serait différent. Là, vraiment, bon, on a tout fait ensemble, en fait. Et c'est ce qui fait que, voilà, il est vraiment représentatif de l'équipe, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et récemment, tu as signé Carla Moussou. Est-ce que c'est ton plus gros coup? Alors, Carla Moussou, je me rappelle à l'époque, j'habitais à Marseille. Il était venu combattre au PFC.
si vous vous rappelez, c'était le premier octogone en France, octogone à cordes. Et il y avait Karl Amoussou qui combattait ce jour-là sur cette carte-là. Et j'étais juste émerveillé parce que Karl, pour moi, c'est une figure en fait. Voilà, enfin, pour moi, c'est juste un monstre. Il est représentatif du MMA français. Donc c'est vrai que quand je vois le parcours aujourd'hui entre à l'époque où j'étais fan et je me suis mis, je sais pas sur quel siège dans l'arène, il y avait 5000 personnes où je regardais son combat et je vois aujourd'hui on travaille ensemble, on a trouvé un terrain d'entente, etc. Je me dis quoi, l'histoire est belle et que Karl, c'est une grande fierté de le compter parmi nous, hein. En plus de ça, de très très gros projets avec Karl, qui je l'espère fera son prochain combat le 19 septembre si le coronavirus, encore une fois, ne nous met pas une claque derrière la tête. Mhm. Donc voilà, ouais, j'ai hâte de commencer vraiment avec Karl. J'ai vraiment hâte de commencer parce que bizarrement, à bientôt 35 ans, je pense qu'en fait, le meilleur de sa carrière est à venir. Et c'est pas un coup publicitaire, c'est pas un coup médiatique. Je pense vraiment que Karl, euh, le meilleur vraiment est à venir. Aujourd'hui, il montre des choses à l'entraînement qu'il ne montrait vraiment pas avant. Et je crois vraiment en cette histoire. Vraiment, vraiment. Et dernière petite question avant que Rust prenne la main. Justement, quand tu signes des combattants qui ont 35 ans, qui ont déjà une carrière derrière eux, comme Karamoussou qui a été au Bellator, qui a été dans les plus grosses organisations, est-ce que c'est soit un petit peu plus compliqué ou différent dans la gestion face à quelqu'un que tu prends qui est justement un prospect ou au contraire où tu sais, quand je dis que le meilleur est à venir, c'est car voilà, sportivement, il peut encore montrer des choses, mais je veux dire, il a déjà connu les title fights des plus grosses organisations, il sait déjà comment ça se passe. T'as pas Ouais. vraiment besoin de le prendre dans la main. Est-ce que toi, ça change radicalement ta méthode de travail? Tu as tout dit en fait. La réponse est dans la question, dans le sens où si tu veux un prospect, quelqu'un qui n'était pas encore dans le milieu, etc., tu dois vraiment l'accompagner comme, j'ai envie de te dire, comme ton fils en fait. Tu vois, tu dois le protéger parce qu'en fait, c'est un milieu qui est quand même très difficile. Tu sais, il y a beaucoup de pièges hein, dans ce milieu, donc en fait, tu dois le protéger, tu dois tout lui expliquer. Quelqu'un comme Karl, par exemple, en fait, si tu veux, moi, je dois m'adapter à lui et non pas le contraire, parce que lui, en fait, il a déjà son passif. Il connaît le MMA. Si ça se trouve, il le connaît déjà mieux que moi, tu vois. Donc, en fait, moi, je dois vraiment m'adapter à sa façon de voir les choses. Donc, en fait, on partage nos avis et voilà, on essaie de trouver, de créer un objectif. Mais c'est vrai que la façon de manager est totalement différente. Mais absolument, absolument. Et on sait qu'il y a certains combattants, et alors là, c'est vraiment quel que soit le niveau auquel ils combattent, qui, à des moments de leur carrière, pour X raisons, se séparent de leur management. Ça peut être des différences au niveau de l'argent, ça peut être des différences peut-être de la manière dont ils voient les choses. Comment est-ce que toi, parce que j'imagine que tu y penses, comment est-ce que tu te dis, je vais éviter ça, c'est justement en mettant l'humain au centre, comme tu le disais tout à l'heure? Je pense que ça en fait partie, effectivement. Tu sais, on parlait tout à l'heure des organisations américaines style PFL dans lesquelles tu te sens un peu noyé par la machine, par le business et compagnie. Et je pense que, en fait, ça peut arriver aussi dans le management. Le jour où tu perds, en fait, cette approche humaine, tu sais, ça paraît bête, hein, mais moi, je demande des nouvelles toutes les semaines à tous les combattants, savoir s'ils vont bien, s'ils sont pas malades, comment va la famille. Tu sais, tu dois vraiment créer un rapport humain avec ces personnes-là. Donc, mais je peux en parler à juste titre parce que je me suis séparé malheureusement d'un combattant il y a pas très longtemps, justement pour des raisons presque similaires. C'était indifférent avec quelqu'un dans son entourage, en fait. Quelqu'un dans son entourage qui en demandait toujours plus, qui n'était jamais satisfait et compagnie. Et en fait, je pense que des tensions, il ne faut pas les laisser grandir, grossir. Et il faut peut-être couper. C'est parfois douloureux, mais c'est peut-être préférable. Donc ça m'est arrivé qu'une fois, mais c'est une déception. C'est une déception. Je pense que tout manager se remet en question quand il y a une séparation, hein, bien sûr. J'ai la chance jusqu'à présent de l'avoir vécu qu'une fois. Et en plus, c'était à ma demande. Mais Mhm. si un jour un combattant souhaite arrêter avec moi, ça sera une grosse remise en question de mon côté. En fait, juste pour savoir le pourquoi, en fait, réellement Ouais. le pourquoi, parce que ça veut dire que j'ai fauté du coup. Et quand tu disais qu'il y avait pas mal de pièges dans le MMA, c'est vrai que par rapport aux autres sports type football, basket et tout ça, on en entend moins parler. Pour toi, c'est quoi les pièges à éviter ou les trucs auxquels souvent toi tu es confronté avec les combattants? Sincèrement, ouais, je trouve le MMA un environnement assez anxiogène dans le sens où, tu sais, en fait, étant donné qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas légal en France,
Tu n'as pas besoin d'avoir un background en fait pour te faire passer pour quelqu'un en fait. Tu comprends? Et tu sais, un combattant comme Fares, heureusement qu'il a la tête sur les épaules, parce que le jour où il a signé à l'UFC, tu as 1000 nouveaux coachs français qui ont débarqué de nulle part, qui l'ont contacté pour le coacher. Tu comprends? Ça fait partie de ce genre de piège. Quelqu'un d'un petit peu naïf pourrait tomber dedans, parce que le gars, en fait, il te propose de te coacher, de te faire les pattes et compagnie, de t'accompagner à l'UFC et de te prendre 0 €, parce qu'en fait, il sait qu'il va créer sa publicité sur ton dos, tu comprends? Et quelqu'un d'un peu fragile psychologiquement pourrait tomber dans le piège, tu comprends? Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. L'environnement, j'espère, va s'assainir, mais comme je te dis, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et compagnie, tout le monde est coach, tout le monde est manager, comme on disait tout à l'heure. Même avec le mot management, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème en France, parce que tu sais, j'ai l'impression qu'il y a des dizaines de managers en France, sauf que sans manquer de respect à personne, quand je regarde, aujourd'hui, je vois Fernand Lopez, euh, je me compte dedans. Le manager de Mansour Barnaoui, qui est très discret, mais qui fait son travail. Mhm. Est-ce que vous êtes capable de m'en citer d'autres en France? Tu comprends? Il y a- Ah, mais je veux pas vous piéger, mais en fait, Oui, non, bien sûr. j'entends beaucoup de machin. Tu sais, c'est tellement facile d'ouvrir une page Facebook que je vois beaucoup de machin management, de trucs management. Tu sais, c'est pareil, quand j'ai signé Fares à l'UFC, il y a énormément de, justement, machin management qui l'ont contacté, tu vois, pour lui proposer des meilleurs taux et compagnie. Sauf qu'eux sont pas au courant de tout le travail qu'il y a eu en amont. C'est vraiment, tu sais, tu peux vite être blessé en fait dans ce travail. Quand tu fournis un travail énorme et que tu vois tous les requins là qui sont en train d'envoyer des messages, qui passent leur journée derrière l'ordinateur, c'est particulier. C'est un environnement qui est particulier, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, l'avantage minéral de cet environnement, avantage ou inconvénient, c'est vrai que quand on regarde Ali Abdelaziz ou d'autres managers, ils ont démarré à partir de, enfin, à partir de là, dans le sens où tu sais, t'as pas, je compare encore une fois à la NBA, où tu sais, tu dois être approuvé par la ligue, avoir passé des diplômes spécifiques et tout. En MMA, plus ou moins tout le monde peut être manager, entre guillemets. Alors, plus ou moins tout le monde peut l'être, et en toute franchise, je pense que plus ou moins tout le monde peut faire un bon travail, parce que tu sais, c'est juste un travail de bon sens en fait. C'est juste ça. Après, c'est un travail, on va pas se le mentir, c'est une charge de travail qui est énorme. Moi, sincèrement, je passe 12 heures par jour à travailler sur le management. Les 2 premières années de mon management, ça m'a ramené 0 €. Parce que tu envoies des combattants combattre pour 500 €, tu vas pas leur demander un pourcentage sur 500 €. Tu comprends? Donc le temps de te développer, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail et c'est aussi pour ça que beaucoup se découragent. Tu sais, les 2 dernières années, j'ai vu des dizaines de managers français, tu sais, des nouveaux managers débarquer et compagnie. Aujourd'hui, ils sont plus là parce que tu sais, c'est très dur. Si tu t'en donnes les moyens, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire, mais il faut aussi accepter les sacrifices qui vont avec. C'est Mhm. beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce qu'un Ali Abdelaziz ou Odi Attar sont des inspirations pour toi? Au contraire, tu te dis c'est un petit peu trop l'usine pour eux, un petit peu trop peut-être le côté business? Parce que c'est vrai qu'Ali Abdelaziz, par exemple, on sait qu'il manage quasiment des centaines de gars et qu'il n'a pas justement le lien que toi tu peux avoir avec eux. Alors là, je vais te raconter une grosse exclue là en direct sur la sueur. C'est que Ali Abdelaziz, je le connais très très bien pour avoir reçu il y a environ 5 ans des menaces de sa part. Ouais. Ah oui, Alors en fait, je te raconte l'histoire en gros. À cette époque, en fait, j'étais un employé du Fight Nights Global. Je ne sais pas si ça vous d'accord. dit quelque Ouais, chose. Ouais. complètement. Ouais, ouais, ouais. Le Nokia Ouais. aujourd'hui qui est en difficulté parce que l'actionnaire principal est en prison, pour tout vous dire. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour cette organisation-là. Mais à l'époque, en fait, je travaillais pour le Fight Nights Global, c'est-à-dire que c'est moi, en fait, qui matchais les gars. Et c'est là, en fait, où j'ai signé Tony Johnson, qui est aussi Ok. un gros nom de l'équipe. Donc c'était à l'époque Fight Nights Global. On avait besoin, en fait, d'un gros, gros nom pour affronter quelqu'un qui s'appelle Fedor Emelianenko. Ah, Voilà. ah, on le connaît ce monsieur. Et donc, ça a été le Brésilien Fabio Maldonado qui a affronté Ah Fedor. oui, eh oui, ce fameux combat. Voilà. Ouais. Donc, je cherchais en fait un poids lourd absolument de renommée pour pouvoir affronter Fedor. Et de fil en aiguille, j'ouvre mon WhatsApp un matin et il y a un combattant qui s'appelle Sean Jordan qui me Mhm. contacte.
Sean Jordan, mais que je ne savais pas manager par Ali Abdelaziz. Mais en fait, la démarche est venue du combattant. C'est lui qui m'a contacté. Donc, je commence à discuter avec lui au niveau des conditions, savoir si le combat l'intéresse et compagnie. Effectivement, voyant les chiffres, il était plutôt intéressé. Et à un moment, je reçois un message, un +1, tu sais, un truc des États-Unis, là. J'ouvre le message, c'est un message avec que des insultes et que des menaces à l'intérieur. Et j'envoie un message à Sean Jordan, je lui dis c'est qui ce mec? Il me dit c'est le joueur Ali Abdelaziz. Sauf qu'il y a 5 ans, il n'était pas du tout connu en fait, Ali. Il y a 5 ans, tu vois. Donc je l'ai appelé derrière, les choses se sont assez arrangées tranquillement. Mais en fait, mon premier contact avec Ali, c'était comme ça, quoi. Ça a été Oh la vache! Ah ouais, quand même! Ouais, c'est une belle histoire, très très belle histoire. Tout comme Mais par exemple, tu sais, je connais Khabib depuis des années parce qu'en fait, Khabib était sur les événements Fight Night Global avant de signer à l'UFC, tu vois. Donc moi, je l'ai eu de nombreuses fois à côté de moi et compagnie, Khabib. Ouais, c'est une jolie histoire, c'est une jolie histoire. Mais maintenant, j'espère que tout est aplani entre vous avec Ali Abdelaziz. Bien sûr, parce que tu as vu, en fait, Fares est parti à Laquais il y a Complètement. 2 mois de cela. Ouais, et en fait, moi, j'ai discuté avec Ali, savoir s'il pouvait le faciliter pour rentrer dans la salle, tu sais, avec le Covid. Donc, ouais, on a des échanges qui sont maintenant très courtois, ou du moins beaucoup plus courtois que précédemment. Et non, non, tout va très bien aujourd'hui, tout va très bien avec Ali, hein. Ouais. Mais Est-ce que... qu'est-ce qu'il Vas-y, te mon cher. reprochait, pardon Guillaume, qu'est-ce qu'il te reprochait en fait? C'était simplement, il pensait que tu avais approché Sean Jordan et du coup, il était en mode, qui c'est ce mec qui. Ok. C'était exactement ça. En fait, j'avais sauté en fait cet intermédiaire du manager, en fait, si tu veux. Mais moi, je me sentais pas vraiment responsable, étant donné que c'est le combattant qui m'a contacté, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que sur le papier, effectivement, je commets une faute. Mais je suis pas non plus censé savoir qui est managé et par qui. Tu comprends? Hmm. Donc voilà. Et est-ce que cette attitude d'Ali Abdelaziz, pour certains, c'est justement un petit peu too much, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entend leurs combattants, ils sont vraiment hyper proches d'Ali Abdelaziz. Enfin, pour les combattants qui en parlent le plus, donc on va dire Kamaru Usman, Khabib Nurmagomedov, enfin les plus visibles entre guillemets. Mais il y a son lot de critiques aussi pour Ali Abdelaziz, dans le sens où il y en a certains qui comparent ça à une espèce de mafia. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette méthode de management, et on va dire de l'empire qu'il a réussi à créer, mine de rien? Tu sais, moi, je pense qu'on fait un travail de l'ombre et qu'il est pas mal non plus de rester dans l'ombre. Donc, j'ai accepté votre invitation parce que j'apprécie beaucoup votre travail et je le suis. À chaque fois qu'il y a une vidéo, je regarde toutes vos vidéos. Mais si vous regardez bien, en fait, on voit très peu mon visage sur les médias parce que je pense que déjà d'une, on ne doit pas prendre la place des combattants. Tu vois, ce sont eux les stars, ça n'est pas nous. Et je pense que effectivement, Ali aujourd'hui a trop d'exposition, il est trop responsable de certaines histoires et pas des bonnes dans le Ouais, MMA, ouais. tu comprends, des conflits, etc. Je suis pas persuadé que ce soit la place d'un manager en fait de créer des tensions, de créer des conflits, de répondre à la place de ses combattants. Euh, Tu as vu quand tu fais un podcast avec Morgan ou avec Fares, toi et moi, on n'a pas de contact avant pour savoir les questions que tu vas Mhm. poser. Sauf que Ali, lui, demande ce genre de choses. Mhm. Et voilà, c'est une autre façon de manager. Ben, encore une fois, pour y revenir, c'est une façon américaine de manager, en fait. Tu vois. Mhm. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que probablement dans sa tête, enfin si c'est intellectualisé comme ça, il se dit probablement un peu à la manière de Dana White en fait, qui est presque aussi gros que l'UFC, et du coup ça donne un poids. Dès qu'il crée quelque chose, que ce soit le Contender Series, ça fait un poids immédiat sur quoi que ce soit. J'imagine que pour lui, c'est la stratégie aussi. Mais du coup, toi, c'est pas quelque chose vers lequel tu iras parce que c'est simplement pas ta manière d'être, quoi, si je comprends bien. C'est exactement ça, en fait. Tu as tout résumé. Regarde Dana White, aujourd'hui, c'est lui l'UFC. Si demain, il devait être licencié ou arrêté avec l'UFC, tu sais, ça, l'UFC en prendrait un coup parce qu'en fait, l'image de l'UFC, c'est Dana White. Quand on pense à l'UFC, on voit sa grosse tête chauve, en fait. Donc voilà, mais effectivement, en termes de management, moi après, c'est ma façon de voir les choses, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais je pense que voilà, le manager, c'est le gars qui fait le travail de l'ombre et c'est pas mal de rester dans l'ombre. Alors c'est bien parfois de faire certaines apparitions, histoire d'expliquer ta profession et comment tu la vis et comment tu la fais vivre aux gens. Mais sous réserve en fait. Je pense que voilà, il faut pas trop se montrer.
Et pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Et aujourd'hui, avec la BTT, tu organises aussi des camps régulièrement couverts par nos confrères de MMA Fitness. Est-ce que pour cette volonté, on va dire, de faire les camps sportifs, c'est quoi aujourd'hui? C'est de rassembler tout le monde et de créer une espèce de cohésion de groupe, que toi, tu puisses les voir. Pourquoi? Pourquoi, comment? Alors déjà, je te remercie pour la dédicace à MMA Fitness, on leur passe le bonjour et merci pour leur travail. Alors en fait, si tu veux, les camps pour moi sont obligatoires. Comme tu l'as dit, en fait, tout à l'heure, tu me posais la question pourquoi je ne faisais pas un gym et compagnie. En fait, si tu veux, moi, je n'ai pas un suivi personnalisé des combattants, je ne sais pas comment ils s'entraînent, je ne sais pas quelle est leur routine, etc. tous les jours. Donc en fait, les camps, alors tu sais, il y a plusieurs aspects dans les camps. Déjà, ça me permet de voir qui est investi au sein de l'équipe. Parce que tu sais, un gars qui n'a rien de particulier à faire, mais qui reste chez lui, qui ne vient pas, je me pose des questions déjà sur son investissement dans l'équipe. Tu vois, jamais je lui ferai le reproche. Mais le message est passé quand même, là. Tu vois, le message est passé. Après, il y a un aspect aussi stratégique, c'est que tu sais, moi, ça me permet aussi de créer une petite hiérarchie au sein de l'équipe. Je fais tourner les 66 ensemble, les 70 ensemble, les 77 ensemble. Et en fait, ça me permet de faire de faire encore mieux mon travail parce que tu sais, je peux analyser, par exemple, tiens, j'ai fait sparer lui avec lui, lui a pris le dessus de cette façon-là, lui de cette façon-là, et du coup, ça peut me permettre de choisir, de mieux choisir mon combattant en fonction d'un adversaire. Tu vois, si on me donne un adversaire, de me dire, bah, avec ce style-là, je pense que ça va mieux matcher avec ce combattant-là. Donc en fait, tu sais, il y a beaucoup d'aspects, là, j'en ai déclaré beaucoup, tu vois, j'en ai dit peut-être un peu trop. Non, derrière les camps, tu sais, il y Le a prochain, tout le monde va venir. il y a un aspect très stratégique au camp. Et en plus de ça, et j'ai envie de te dire le plus important, c'est de réunir le groupe en fait et de créer un noyau solide en fait. Tu vois, c'est très important la relation avec les combattants. Donc on parlait de Morgan qui a de grosses connaissances en cutting. Il faut savoir qu'aujourd'hui il aide beaucoup de combattants de la BTT dans les cuttings. Et ce sont des gars qu'il a rencontrés lors des camps. Donc en fait, tu sais, il y a cette espèce d'échange pour Oh c'est juste non! magique en fait. Oh, Ah, oh, ça marche. ah, ça marche, ça marche. On pensait que ça marchait pas. Alors oui, pour celles et ceux qui ignorent, il y a eu quelques difficultés de connexion, voilà, comme on va pas pouvoir couper. Et là, on pensait. Et donc ouais, donc pour les camps, t'en avais fait en Bulgarie. Le dernier était à Marseille. Là, c'est quoi? C'est plutôt, on va dire, une facilité logistique. Ouais, Marseille, en fait, si tu veux, les choses s'y prêtaient. Moi, j'avais besoin personnellement de venir à Marseille parce que je suis en train de travailler sur de très gros projets avec une nouvelle organisation en France, en laquelle je crois vraiment. Donc, on avait besoin de se rencontrer avec les promoteurs et j'ai décidé de lier, comme on dit, l'utile à l'agréable, de réunir les combattants et de faire un camp tous ensemble. Mais il se peut que les prochains camps soient encore en Bulgarie parce que j'ai cru comprendre que nos Frenchies apprécient la Bulgarie, hein. Ah, d'accord, bon bah, bon bah, très bien. Mon cher Rust, d'autres questions? J'en avais juste une petite dernière aussi. Est-ce que ça arrive, euh, sans parler de mafia ou quoi que ce soit, mais que tu entendes parler de sales histoires dans une organisation et que du coup tu te dises, même si ce serait une bonne opportunité pour mes combattants, il y a quand même une sale réputation, on ne sait pas trop ce qui peut traîner derrière ou ce qu'ils peuvent proposer à mes combattants, donc j'y vais pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, ça m'est arrivé en Russie. En Russie, il y a une organisation que je ne vais pas citer, comme on dit, mais qui s'appelle le GFC. Une organisation dont je suis pas fan parce qu'en fait, je connais, tu sais, comme pour avoir en fait mis mes pieds pendant longtemps, comme je vous ai expliqué en Russie, parce que je travaillais pour une organisation, donc je sais qui est derrière cette organisation. Ça me donne pas envie de travailler avec eux pour les connaître personnellement. Voilà, il y a aussi d'autres orgas. Aujourd'hui, bah, tiens, pour rebondir, je suis aussi très curieux de savoir ce qui va se faire en France parce qu'il y a beaucoup de projets en France Complètement. avec des organisations qui n'ont pas beaucoup de recul. Tu comprends, le recul, pour moi, il est aussi très important. Tu as des nouvelles orgas qui arrivent maintenant, qui s'autoproclament orga numéro un française et compagnie. Je pense que c'est un petit peu tôt. Aujourd'hui, je pense que le seul qui a fait vraiment ses preuves en France, il me semble, c'est Hatch. C'est vraiment lui qui peut se permettre de dire quelque chose, tu comprends? Donc, je pense que l'importance pour les orgas, c'est le recul. C'est de voir ce qu'ils ont fait auparavant ou ce qu'ils n'ont pas fait
Et à partir de là, tu peux vraiment prendre ta décision si tu veux travailler avec eux ou pas, quoi. Il y a énormément d'organisations, comme tu disais, qui se montent en France avec plus ou moins de gros budget. Il y a l'Arena Fight qui faisait du kickboxing, qui là va être hyper agressif en MMA. Est-ce que pour toi, justement, le MMA, c'est un Eldorado potentiel justement pour ces grosses organisations qui ont des ambitions en France, ou au contraire, avec l'énorme recul que tu sais très bien que c'est extrêmement difficile d'arriver à gagner de l'argent et à pérenniser un modèle économique? En fait, je vais rejoindre ta question, celle-ci, avec la précédente. Tu sais, j'ai pu voir avec l'expérience que malheureusement, les organisations qui débarquent avec trop de moyens sont malheureusement des organisations qui durent pas très longtemps. Tu vois, c'est très étrange, hein. Mais peut-être par rapport au fait qu'on ne sait pas d'où viennent les fonds, ou tu vois, je sais pas, il y a peut-être tout ce genre de questions. Mais j'ai vu tellement d'organisations en Russie payer énormément les combattants, et au bout d'un an et demi, il n'y a plus personne, on ne sait plus ce qui se passe, tu vois. Du coup, ouais, il y a ce problème, en fait. Comme je te disais, je pense que la base, en fait, d'une collaboration, c'est, tu sais, il n'y a pas besoin de parler, en fait. C'est ton CV sportif, c'est ton recul, en fait. L'organisation, jusqu'à présent, elle a fait quoi? Quand tu regardes l'organisation, Arena Fighting Championship, tu me disais, ils ont fait un plateau exceptionnel en K1. Ouais. Donc, tu sais, tu as quand même des bases sur lesquelles t'appuyer, en fait. Ils sortent d'un succès. Tu comprends? Encore une fois, comme je te dis, il n'y a pas besoin de parler, tout dépend de ton CV sportif. Si tu as fait quelque chose de bien auparavant, tout est OK. Maintenant, si derrière toi, il n'y a que du flou, il faut faire attention, quoi. Ouais. Mm. Et enfin, toute dernière question, parce qu'on s'approche de l'heure, on sait que votre temps, monsieur, est extrêmement précieux. Pour, Donc, c'est un plaisir. C'est un plaisir. pour la Russie, tous les combattants avec lesquels on a pu parler, à chaque fois, ils sont extrêmement ravis. Mais c'est vrai, quand on parle au coach ou au manager, il y a justement des hauts et des bas. Comment on explique ça avec la Russie, le côté que ça fascine autant et qui est aussi justement ces zones d'ombre quand même qui persistent? Mhm. Mais en fait, moi, la Russie, vraiment, je suis un grand amoureux de la Russie pour avoir été dans toutes les organisations russes, dont les plus grandes, comme tu sais, mon combattant Tony Johnson, mon combattant américain, a disputé la ceinture de la CA. Il touche une paye à 6 chiffres lors de ses combats, donc il est extrêmement bien payé. Maintenant, vraiment, là où moi je suis embêté, c'est quant aux décisions. Tu sais, on a combattu chez Armat en 2018 Alexander Emelianenko. Je ne sais pas si Mhm. vous avez vu le combat. Un match nul très litigieux. En fait, le problème, il est là. Tu sais, on aime s'expatrier, on aime combattre des gens chez eux, tu sais, se déplacer en tant que challenger, ok. Maintenant, on n'aime pas être volé, tu comprends. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de vols en Russie. Et Mhm. je vois qu'il continue encore d'y avoir. Et je crois que le problème, en fait, il est vraiment ici. Tu sais, un vol au niveau d'une décision, c'est ce que tu peux faire de pire à un combattant qui s'est préparé, qui a investi 2 mois de son temps à s'entraîner 2 fois, 3 fois par jour, qui a donné de l'oseille pour se préparer, préparateur physique, nutrition et compagnie. Il fait sa performance, il mérite son résultat. À la fin, l'arbitre lève le bras de l'autre. Tu sais, c'est un peu un viol aussi en même temps. Tu sais, tu as vraiment l'impression de t'être fait. Tu vois, c'est une sensation qui est très étrange parce que toi, le travail, tu l'as fait, quoi. Donc, le contraste avec la Russie, c'est ça. C'est que c'est très agréable d'y combattre. Maintenant, il y a des règles particulières. Je crois que la règle la plus grande, c'est quand tu combats, bah, tu vas pas à la décision, quoi. Ouais. Bah, voilà. Des paroles bien sages. Bah, merci beaucoup, monsieur Pelletier, pour, Écoute, euh, pour cette c'était un disponibilité. plaisir. Merci Plaisir beaucoup, les partagé. gars. Merci. Soit.